Ce voyage devait être un test d'endurance, rien de plus. Maintenant, je comprends que ce n'était pas nous qui étions testés. Tout a commencé il y a 2 ans, dans les forêts du Nord, près de la frontière de la réserve nationale de Northwood. On était 3, moi, Alex, Liam et Sam. On faisait des randonnées depuis le lycée, depuis une dizaine d'années. On n'était pas des pros, mais pas des débutants non plus. On avait choisi un itinéraire difficile pour 7 jours, en autonomie complète. Les 4 premiers jours, tout s'est passé comme prévu. Le temps était parfait. On suivait la carte à la lettre, en profitant du silence et des paysages. Les problèmes ont commencé le 5e jour. En 1 heure, le ciel s'est couvert de nuages et il s'est mis à pleuvoir. Pas juste une pluie, mais une pluie glaciale qui a transformé le sentier en une bouillie sale. La température est tombée presque à 0. Notre équipement d'été était complètement trempé. On a essayé de monter la tente, mais le vent déchirait la toile et le sol était devenu un marécage. « On doit trouver un abri », a dit Sam en criant pour couvrir le bruit du vent. Sur la carte, il devrait y avoir un vieux poste de garde à 3 miles d'ici, une cabane de chasseurs. C'était notre seule option. Continuer sur notre chemin aurait été suicidaire. On a quitté le sentier en se guidant à l'aide de la boussole et de la carte de Sam. Après 2 heures de marche dans la tempête, trempé jusqu'aux os et gelé, on l'aperçut, une cabane, une petite maison en rondin noirci, avec un toit affaissé et une seule fenêtre sans vitre. Elle semblait abandonnée depuis au moins 20 ans, mais la cheminée sur le toit était intacte, ce qui nous donna l'espoir qu'il y avait un poêle. La porte se s'ouvrit difficilement, grinçant sur les planches pourries. À l'intérieur, ça sentait le moisi, la poussière et la vieille fumée. La seule pièce était encombrée de bric-à-brac, des pièges rouillés, de vieux journaux, des bouteilles vides. Dans un coin, il y avait un grand poêle en briques et contre le mur, 2 litres de camp en bois. Le luxe selon nos critères. Liam s'est tout de suite mis à allumer un feu. Heureusement, sous un auvent à l'extérieur, on a trouvé les restes d'un vieux tas de bois. Les bûches étaient humides, mais sèches à l'intérieur. Pendant que Liam s'occupait du feu, Sam et moi avons inspecté la pièce. « Regarde », dit Sam en éclairant le mur avec sa lampe de poche. Un calendrier. Il date de 1992, plus de 30 ans. Qui que ce soit qui était vécu ici, il était parti depuis longtemps et, à en juger par les traces, dans la précipitation. Sur la table, il y avait une tasse en étain dans laquelle quelque chose avait séché depuis longtemps et s'était transformé en une croûte noire. Dans un coin, il y avait un sac de couchage déchiré. Le froid nous paralysait les muscles. Quand Liam a enfin réussi à allumer un feu et que les flammes ont commencé à crépiter dans le poêle, on a suspendu nos vêtements et sorti les restes de nourriture. Le thé chaud et la viande en conserve nous ont semblé être le meilleur repas au monde. Dehors, la pluie continuait de tomber, tambourinant sur le toit mince. On était assis près du feu, reprenant peu à peu nos esprits. La chaleur chassait l'odeur de moisi, remplacée par un parfum réconfortant de fumée et de tissu qui sèche. C'est à ce moment-là que Liam, le plus remuant d'entre nous, l'a remarqué. « C'est bizarre la maçonnerie », dit-il en montrant le poêle. « Regardez, les briques sont vieilles, le mortier s'effrite. Mais là, sur le côté, il est plus frais. Et les briques sont différentes. » Il s'approcha et tapota l'endroit indiqué avec ses jointures. Le son était sourd, mais différent de celui des parties de voisines. Sam balaya son geste d'un revers de la main, disant que le poêle avait simplement été réparé. Mais Liam était déjà tout excité par cette idée. Il prit le tisonnier qui traînait près du poêle et souleva délicatement le bord d'une brique. Celle-ci céda avec une facilité surprenante. Derrière, il y avait un vide. « Il y a quelque chose là-dessous », murmura Liam. Il retira complètement la brique. Derrière, dans une niche sombre, se trouvait une boîte métallique
qui ressemblait à un conteneur militaire pour documents. Elle était rouillée, mais solide. Il n'y avait pas de serrure sur le couvercle, seulement 2 loquets massifs. À 3, on l'a approchée du feu. Elle était lourde. Les loquets étaient rouillés et bloqués. Sam a dû passer une dizaine de minutes à les gratter avec son couteau de chasse avant qu'il ne cède enfin dans un clic sonore. À l'intérieur, il y avait plusieurs gros dossiers en carton épais, attachés avec de la ficelle. Au-dessus, il y avait plusieurs dizaines de photos en noir et blanc, maintenues par une agrafe rouillée. Et sous les dossiers, tout au fond du coffre, il y avait un paquet de tissus imprégné de goudron. Liam a pris les photos. La première était normale, une photo d'une forêt dense et sombre. La deuxième représentait la même cabane dans laquelle nous étions assis, mais neuve, avec une fenêtre intacte. Sur le porche se tenait un homme d'une 50aine d'années, au visage sévère, un fusil à la main, sans doute un garde-chasse. Les photos suivantes étaient elles aussi ordinaires, des paysages, des animaux pris au piège. Et puis, ça a commencé à devenir bizarre. Une photo d'un arbre énorme, cassé en deux à environ 5 mètres de haut. Le tronc n'était pas scié, mais cassé, comme une allumette. Plus loin, il y avait des traces énormes qui ne ressemblaient ni à des empreintes de ours, ni à des empreintes humaines. 2 traces, l'une après l'autre, profondément imprimées dans la boue. Elles étaient allongées, avec 3 larges doigts, et quelque chose qui ressemblait à une griffe au bout. La distance entre les empreintes était d'au moins 2 mètres. « C'est quoi ce bordel ?» marmonna Sam en se penchant pour mieux voir. Liam retourna la photo suivante, on y voyait le cadavre d'un cerf. Plus précisément, ce qu'il en restait. La carcasse avait été déchiquetée avec une force incroyable. Mais le plus étrange, c'était que la tête avait disparu. Elle n'avait pas été arrachée, mais soigneusement séparée du corps, comme avec un instrument chirurgical. Les dernières photos étaient floues, prises dans l'obscurité avec un flash. On y voyait une sorte de silhouette, une créature grande et voûtée, se déplaçant sur 2 jambes. Impossible de voir les détails, juste les contours. Elle était disproportionnellement maigre, avec de longs membres. Le flash se reflétait sur sa peau, qui semblait pâle et dépourvue de poils. Sur l'une des photos, la plus nette, on pouvait distinguer sa tête, allongée, sans oreilles, ni nez apparents, avec de grands creux sombres à la place des yeux. On restait silencieux. L'atmosphère chaleureuse et sécurisante créée par le poêle s'était évaporée. Le crépitement du bois semblait désormais sinistre, et le hurlement du vent derrière le mur nous faisait frissonner. « C'est peut-être un faux ?» dit Sam d'un ton hésitant. « Une blague pour les touristes. » Personne ne lui répondit. Je pris l'un des dossiers. Sur la couverture, il était écrit à la machine à écrire. Rapport d'observation, secteur 7. Je détachai la ficelle et ouvris la première page. C'était un rapport rédigé dans un langage administratif sec. Date 12 mai 1991. Objet, créature biologique non identifiée. Nom de code, berger. Statut, observation active. Enregistrement. À 0h13, une anomalie sonore a été détectée dans le carré 4. Le son était un clic aigu, répété à intervalles irréguliers. La source du son se déplaçait à grande vitesse le long de la crête nord. Aucun contact visuel n'a été établi. À 7h00, lors d'une inspection du territoire, des traces correspondant aux échantillons connus ont été trouvées. La profondeur de l'empreinte dans le limon est de 10 cm. Le poids estimé de l'objet est supérieur à 200 kg. Le cadavre d'un élan a été trouvé dans le carré 5. La nature des blessures est similaire à celle de l'incident du 24 avril. La tête était manquante. Des échantillons de tissu ont été prélevés pour analyse. Fin de l'enregistrement. On a continué à lire. Des dizaines de pages tapées à la machine. Des rapports d'observation succincts.
de plus en plus inquiétant. Le garde-chasse, ou qui que ce soit, tenait une documentation méthodique sur la chasse à cette créature. Il décrivait ses habitudes, ses itinéraires, ses méthodes de chasse. La créature était intelligente. Elle évitait les pièges, contournait les pièges, ne se montrait jamais 2 fois au même endroit. Elle chassait les gros animaux, mais ne touchait jamais les charognes. Et elle emportait toujours la tête de ses victimes. Dans un des dossiers, intitulé « Analyse », il y avait des croquis. Le garde-chasse avait essayé de recréer l'apparence de la créature à partir de traces et de brefs contacts visuels, de longues pattes avant, ressemblant à des bras, avec 3 doigts, des pattes arrière puissantes, lui permettant de faire d'énormes sauts, un crâne allongé sans organes auditifs apparents. Il supposait que la créature s'orientait à l'aide de l'écholocation, en émettant ces mêmes cliquetis à haute fréquence. Mais le dernier objet dans la boîte était le plus effrayant, un rouleau de tissu imprégné de goudron. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je l'ai déroulé. À l'intérieur, il y avait de la peau, ou plutôt une peau. Elle avait été retirée de la tête d'une créature, soigneusement, d'un seul tenant, comme un scalp. La peau était pâle, presque blanche, avec une teinte grisâtre, et au toucher, elle ressemblait à du caoutchouc tanné. Elle n'avait pas un seul poil. La forme était bizarre, allongée, avec 2 grands trous ronds à la place des yeux et une fente étroite, là où aurait dû être la bouche. Il n'y avait ni narine, ni oreille. Les bords de la peau étaient parfaitement nets, comme coupés au laser. Ce n'était pas un masque, c'était de la vraie peau, retirée de la tête de la créature des photos. Le garde-chasse avait réussi à la récupérer, ou du moins, une partie. Liam recula d'un pas. Sam avait l'air sur le point de vomir. Je remis la peau dans la boîte. On était assis dans le silence, seulement interrompu par la pluie et le crépitement du feu. Notre abri n'en était plus un. C'était maintenant un piège. On était au milieu du territoire de chasse, non seulement du garde-chasse, mais aussi de celui qu'il traquait. « On doit se tirer d'ici », dit Liam. « Tout de suite. »« Où ça ?» rétorqua Sam. « Sous cette pluie battante ? On va mourir de froid dans 1 heure. Il faut attendre le matin. Demain, on prendra nos affaires et on partira. » Il avait raison. Sortir dehors la nuit, par un temps pareil, était de la folie. On a barricadé la porte avec une vieille sectable, même si on savait que c'était inutile contre ce qui était en train de casser les arbres. On a décidé de se relayer toutes les 2 heures. Je me suis porté volontaire pour commencer. Liam et Sam se sont glissés dans leur sac de couchage, mais je savais qu'ils étaient là, m'étaient réveillés. J'étais assis près du poêle, jetant du bois dans le feu, et je regardais la boîte contenant les documents. J'ai décidé de continuer à lire. Il fallait que je comprenne à quoi nous avions affaire. J'ai pris le dossier intitulé « Opération sur le terrain ». Les rapports étaient écrits à la main, d'une écriture irrégulière et précipitée. Apparemment, le garde-chasse les avait rédigés sur place. La dernière note était datée du 3 octobre 1992, 1 semaine après la date indiquée sur le calendrier accroché au mur. Note 37. Il est ailé. Il sait que je suis là. Il a tourné autour de la cabane toute la nuit. Il ne s'approche pas. Les cliquetis ne s'arrêtent presque pas. Je pense qu'il observe. J'ai sorti l'échantillon. C'était une erreur. Il n'est pas venu pour moi. Il était venu pour lui. Aujourd'hui, je vais essayer de partir à l'aube. Il faut livrer le conteneur à la base. Si je ne donne pas de nouvelles dans les 48 heures, considérez l'opération comme un échec. Brûlez tout dans le secteur 7. Je répète, brûlez tout. Je levai la tête. La pluie avait cessé. Derrière le mur, c'était le silence total. Et dans ce silence, quelque part loin dans la forêt, j'entendis un claquement distinct et aigu. Puis un autre, plus proche. Sam s'assit dans son sac de couchage. « T'as entendu ?» murmura-t-il. Je fis un signe de tête. Liam n'était pas endormi non plus.
Il fixait la porte, les yeux grands ouverts. Les claquements se répétèrent de plus en plus près, faisant le tour de notre cabane. Celui que le garde-chasse appelait le berger était de retour. Et il n'était pas seul. D'après la dernière note, il était venu chercher son butin, ce qui se trouvait dans la boîte près du poêle. Les cliquetis se rapprochaient. Ils étaient réguliers, précis, comme un métronome. Une fois toutes les 10 à 15 secondes, la source du bruit se déplaçait autour de la cabane à une 50aine de mètres. On était assis sans bouger, tout ouïe. Même notre respiration semblait pouvoir couvrir le prochain claquement et nous priver d'informations vitales sur l'emplacement de la créature. Le poêle finissait de brûler et les ombres dansantes sur les murs rendaient-me la pièce inconnue et hostile. Je serrais plus fort le tisonnier, la seule arme dont je disposais. Sam sortit son couteau, dont la lame brillait faiblement à la lueur des braises. Liam était assis, les genoux serrés contre lui, le visage blanc comme un linge. Le cercle se resserrait. Les cliquetis étaient maintenant très proches, juste derrière les murs. On entendait la créature écraser les branches et les feuilles mouillées sous ses pieds. Elle était lourde, beaucoup plus lourde qu'un humain. À un moment donné, le bruit retentit juste derrière la fenêtre, un rectangle sombre qu'on avait bêtement bouché avec quelques vieux chiffons. On tourna tous les trois la tête comme sur commande. Rien, juste l'obscurité. Puis, les cliquetis ont cessé. Le silence s'est installé. Un silence absolu, oppressant, bien pire que les bruits précédents. Le silence signifiait qu'il s'était arrêté, qu'il avait choisi son emplacement. On attendait, les secondes s'étiraient à l'infini. Je regardais Sam, il regardait Liam, Liam regardait la porte barricadée. 1 minute passa. 2, 5. Rien ne se passait. Peut-être qu'il était parti, murmura Liam. Sa voix était rauque. Et à ce moment-là, on l'a entendu. Un bruit sourd et grattant contre la porte. Pas un coup, pas une tentative pour la défoncer. Comme si quelqu'un frottait quelque chose de dur contre le vieux bois. Une griffe. Le bruit était lent, exploratoire. Il a parcouru toute la hauteur de la porte, du seuil jusqu'en haut, puis s'est arrêté au niveau de la poignée. On a vu la vieille poignée métallique bouger légèrement vers le bas, 1 fois, 2 fois. Il n'y avait ni force, ni rage, juste une curiosité calme et méthodique. Elle vérifiait la serrure. Elle comprenait le concept de la porte et de son mécanisme. Mon cœur battait dans ma gorge. Un animal aurait donné un coup de tête, aurait frappé la porte, aurait essayé de la défoncer. Mais ça, c'était autre chose. C'était une créature douée d'intelligence. La table, avec laquelle nous avions calé la porte, a grincé lorsqu'une pression légère mais constante a été exercée de l'autre côté. Le bois a gémi. On restait silencieux, craignant de faire le moindre bruit. La pression cessa. Le silence revint. Puis un bruit se fit entendre à la fenêtre. Un bruissement. Les chiffons dont on l'avait bouché remuaient. Ils étaient donc tirés lentement, sans à-coups, vers l'extérieur. L'un tomba sur le sol derrière le mur. Puis un deuxième. Maintenant, l'ouverture de la fenêtre était grande ouverte. On ne voyait que l'obscurité nocturne sans étoiles. On s'est caché dans le coin le plus éloigné de la pièce, près du poêle, en essayant de se faire le plus discret possible. Et puis, quelque chose est apparu dans l'ouverture. Un membre long et incroyablement fin, pâle dans la pénombre qui émanait des braises. Elle se courba à un angle bizarre pour passer par la fenêtre, et à son extrémité se trouvaient 3 longs doigts qui ressemblaient moins plus à des pattes d'araignée. La peau était lisse, humide et presque transparente, comme celle d'un poisson des profondeurs. Au bout des doigts se trouvaient donc des griffes noires et brillantes, longues d'environ 5 cm. La main, si on pouvait appeler ça une main, bougeait lentement, tâtonnant le mur sous la fenêtre, puis le sol. Ces mouvements étaient fluides, mais saccadés, inhumains, comme ceux d'un insecte. Elle ne nous cherchait pas. Elle explorait l'espace. Liam n'en pouvait plus.
Il s'est levé d'un bond, a attrapé une bûche qu'on avait préparée pour le poêle et l'a lancée de toutes ses forces vers la fenêtre. La bûche a heurté le mur près de la main. La réaction a été instantanée. La main a disparu, se rétractant à une vitesse incroyable. Pendant une seconde, c'était le silence. Puis, un bruit à l'extérieur nous a glacé le sang. Ce n'était pas un claquement. C'était un bourdonnement grave et vibrant, comme celui des cigales en colère, mais 1000 fois plus fort et plus grave. Ce bruit exprimait clairement une irritation, et tout à coup, un coup super puissant a frappé le mur près de la fenêtre. Toute la cabane a tremblé, de la poussière et des copeaux sont tombés du plafond. Un coup, encore un, et encore un autre. Ce n'était plus une exploration, c'était de la rage. Quelqu'un ou quelque chose frappait la paroi en rondins avec une force incroyable, et à chaque coup, on entendait le vieux bois craquer. La créature n'essayait pas de percer la paroi à un seul endroit. Elle frappait à différents endroits, testant la solidité de la construction, cherchant un point faible. « Il va nous détruire !» a crié Sam, essayant de couvrir le vacarme. « Cette cabane ne tiendra pas. »« Les documents !» ai-je répondu, sans trop savoir pourquoi. « Il doit y avoir quelque chose dans les documents. Comment a-t-il lutté contre lui ?» C'était une idée désespérée, mais c'était la seule. Pendant que Sam et Liam regardaient avec horreur le mur qui vibrait, je me suis précipité vers le tiroir. Mes doigts ne m'écoutaient pas. J'ai à peine réussi à défaire la ficelle qui retenait le dossier suivant. Décision tactique et analyse des vulnérabilités. Je jetai les feuilles allées par terre, cherchant des yeux quelque chose d'utile, des rapports, des schémas, encore des croquis. Ma lampe de poche éclairait dans l'obscurité les lignes tapées à la machine. L'objet montre des signes de photophobie, non confirmés. Le flash de l'appareil photo a provoqué une réaction de recul brutale lors d'un contact à courte distance, voire incident numéro 11. Cependant, une source de lumière constante, lampe, feu, à une distance supérieure à 30 mètres est ignorée. Hypothèse, une lumière intense et dirigée perturbe sa perception sensorielle, peut-être liée à l'écholocation. J'ai continué à lire en sautant les détails. Expérience avec des fusées de signalisation. Le lancement d'une fusée rouge a provoqué l'arrêt immédiat de l'activité et le recul de l'objet à une distance de plus de 500 mètres. La réaction à la lumière blanche était moins prononcée, mais tout aussi négative. Conclusion. L'objet est sensible aux sources lumineuses, soudaines et vives, en particulier à certains spectres. Recommandation. Utiliser des projecteurs et des stroboscopes comme périmètre de protection. À ce moment-là, un bruit assourdissant retentit. L'une des poutres du mur n'a pas tenu le coup. Elle s'est fendue sur toute sa longueur et nous avons vu l'obscurité à l'extérieur à travers la fissure qui s'était formée. Les coups ont cessé. La créature avait trouvé notre point faible. « Des lampes !» ai-je crié. « Allumez les lampes! Éclairez la fissure !» Sam et Liam sont sortis de leur torpeur. On avait tous des lampes frontales puissantes à LED. On les a retirées de nos têtes, allumées à pleine puissance et dirigées vers la fissure dans le mur. Quelque chose d'énorme et de pâle a brillé un instant dans la fissure. On a entendu le même crépitement énervé, mais cette fois avec des notes de douleur ou de confusion. Puis, le bruit de pas lourd s'éloignant rapidement, et le silence est revenu. On était resté là, les faisceaux pointés vers le trou dans le mur, n'osant pas les baisser. Quelques minutes ont passé. Rien. « C'est parti ?» a demandé Liam dans un murmure. « Ça a reculé », l'a corrigé Sam, la voix tremblante. « Cette créature est trop intelligente pour partir comme ça. » On était en sécurité, pour le moment. On avait trouvé un moyen de se défendre. Mais une fois la première vague d'adrénaline passée, on a pris conscience d'un nouveau problème, bien plus effrayant. J'ai regardé ma lampe
Il y avait un petit indicateur de charge sur le boîtier. Il n'était plus vert, il était jaune. Les piles, ai-je dit, et mes mots ont sonné comme un verdict. Combien de charge nous reste-t-il? Sam vérifia sa lampe. Il lui restait un peu plus de la moitié. Liam avait à peu près autant. La mienne était la plus faible, elle était plus vieille. Au total, nous avions peut-être 5 ou 6 heures de lumière continue. Je regardais ma montre. Il n'était que 2 heures du matin. Il restait au moins 4 heures avant l'aube. 4 heures d'obscurité à survivre. On s'est éloigné du mur et on s'est regroupé au centre de la pièce, dos à dos, en dirigeant nos faisceaux vers les 3 principaux points menaçants. La porte, la fenêtre cassée et le nouveau trou dans le mur. Le poêle était presque éteint. Maintenant, notre seul espoir était ces 3 minces rayons de lumière qui transperçaient Downey l'obscurité. On était assis en silence, économisant chaque mot, chaque pourcentage de charge. Dehors, dans la forêt, le silence régnait à nouveau. Mais on savait qu'il n'était pas parti. Il attendait. Il attendait que notre lumière s'éteigne. Les heures d'attente étaient interminables. On a organisé notre défense comme on a pu. Au milieu de la pièce, dos à dos, on a créé notre petit îlot éclairé dans un océan de ténèbres hostiles. On a décidé d'économiser l'énergie, une seule lampe allumée à puissance moyenne, dont le faisceau balayait lentement les 3 points dangereux. La porte, la fenêtre, la brèche dans le mur. Les 2 autres étaient assis dans le noir, tendant l'oreille. On se relayait toutes les 30 minutes. Celui qui était de garde passait la lampe à son voisin. Et cette simple procédure est devenue le seul rituel qui nous séparait du chaos total. Le poêle était complètement refroidi. Le froid revenait lentement dans la cabane, s'accrochant à nos vêtements humides et nous paralysant les muscles. Mais le froid n'était pas le problème principal. Le problème principal, c'était le silence. Après s'être retiré, la créature n'avait plus émis le moindre son. Pas un claquement, pas un bruit de pas. Elle avait juste disparu, dissoute dans la forêt. Mais on savait que ce n'était pas le cas. Elle était là. Elle observait. Elle attendait. Cette certitude était plus difficile à supporter que n'importe quelle attaque directe. Pour ne pas devenir fou à force d'inaction, j'ai décidé de continuer à étudier les documents. Sam montait la garde, le faisceau de sa lampe balayant méthodiquement les murs. Liam était assis, agrippé à sa lampe éteinte comme à une bouée de sauvetage. J'avais étalé sur le sol les feuilles du dossier « Analyse des échantillons » et les éclairais de la faible lumière de ma lampe frontale, réglée en mode économique. La plupart des rapports concernaient la peau qui était dans la boîte. Le garde-chasse avait visiblement un contact sur le continent, un certain Dr. Evans, à qui il envoyait des échantillons et qui lui renvoyait les résultats des analyses par radio. La communication était illégale et soigneusement cryptée. Le texte était plein de termes scientifiques, mais j'ai compris l'essentiel. La structure cellulaire n'a pas d'équivalent dans aucun règne connu de la biote terrestre. Les cellules présentent à la fois des mitochondries et des chloroplastes rudimentaires, inactifs dans le spectre visible. Le docteur Evans pense que l'objet est capable d'une forme de photosynthèse, mais dans une autre gamme, peut-être ultraviolette ou infrarouge. Ça pourrait expliquer sa pigmentation pâle et son activité supposée pendant la nuit. Une lumière directe et intense dans le spectre visible provoque une surcharge des récepteurs cellulaires, entraînant un état similaire au choc douloureux chez les animaux supérieurs. Donc, notre hypothèse était bonne. La lumière lui faisait mal. Ça donnait un tout petit espoir. J'ai tourné la page. La section suivante était consacrée à une coupe au bord de la peau. Le bord de l'échantillon montre des signes d'exposition thermique au niveau microscopique. Les parois cellulaires sont fondues et scellées. Aucun des outils coupants connus, ni scalpel, ni laser, ne laisse une telle trace. Evans
suppose que la séparation du fragment a été provoquée soit par un processus biologique propre à l'objet, forme d'autotomie, soit par un autre représentant de l'espèce, utilisant un organe interne pour créer un champ ou un rayon à haute température. Cette dernière hypothèse semble fantastique, mais correspond à la nature des lésions. Un autre représentant de l'espèce. Cette phrase m'a figé sur place, donc il n'y en a pas qu'un. Le garde-chasse a peut-être tué un individu, et maintenant, un autre était venu le chercher. Ou bien ce n'était pas une chasse mais une guerre entre eux. J'ai trouvé la dernière note dans ce dossier. Elle expliquait le nom de code. Nom de code attribué, le berger. Raison. L'objet n'est pas un prédateur chaotique. Ses actions sont systématiques. L'analyse de ces zones d'activité au cours de l'année dernière montre une amélioration de l'équilibre écologique. L'objet élimine les animaux malades et âgés, contrôle les populations et prévient les épidémies. Sa chasse n'est pas un meurtre pour se nourrir, mais une sélection ciblée. La collecte de têtes semble être un élément clé de ce processus. Peut-être pour collecter du matériel génétique. Il ne se contente pas de vivre dans cette forêt. Il la contrôle. Il est son berger. Et tous les êtres vivants ici, y compris nous, sont son troupeau. Maintenant, tout s'explique. On n'a pas simplement envahi le territoire d'un monstre. On avait pénétré dans le laboratoire de quelqu'un, dans sa ferme. Et on était un élément étranger, incompréhensible, qu'il fallait étudier et peut-être éliminer. Soudain, Sam s'est figé. Le faisceau de sa lampe s'est arrêté au plafond. « Silence !» a-t-il chuchoté. « Vous entendez ?» On se tut. Et on entendit. Un bruit sourd, mais distinct, juste au-dessus de nos têtes, sur le toit. Il était lent, lourd, comme si quelqu'un de très lourd rampait sur une vieille toiture pourrie. Notre défense était conçue pour des attaques horizontales. On était sans défense face à la menace venant d'en haut. De la poussière de bois et de la mousse tombaient d'eau du plafond entre les rondins. Le grattement se déplaça vers le centre de la pièce, s'arrêtant quelque part au-dessus de nous. On leva tous les trois la tête, regardant impuissants les planches sombres au-dessus de nous. Liam commença à paniquer. « C'est sur le toit! Il va déchirer le toit! On est piégés !» Son murmure se transforma en cri. « Tais-toi !» aboya Sam d'une voix que je ne lui avais jamais entendue. « La panique nous tuera plus vite que lui. Réfléchis, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Mais impossible de réfléchir. Le sentiment d'être complètement à la merci de cette chose paralysait notre volonté. On pouvait presque sentir son poids au-dessus de nous. On entendait les vieilles poutres gémir. Elles n'essayaient pas de passer. Elles cherchaient encore un point faible. Et apparemment, elles l'avaient trouvé. Le grincement s'arrêta juste au-dessus du foyer, éteint. Au-dessus de la cheminée. On s'est regardé, sans comprendre. Qu'est-ce qu'il allait faire? Sauter dans la cheminée? Il était trop gros. Le silence a duré environ 1 minute. Puis on a entendu un nouveau bruit. Il venait de la cheminée. Un grognement grave et guttural. Et juste après, le bruit de gouttes. Drip, drip, drip. Quelque chose tombait de la cheminée sur les cendres refroidies dans le foyer. On a dirigé la lampe de Sam vers l'endroit. Une tache sombre et huileuse s'est formée sur les cendres grises. Elle grandissait à chaque goutte, ce n'était pas de l'eau. Le liquide était épais, presque noir, et quand une nouvelle goutte tombait sur les restes de charbon, on entendait un léger sifflement et une fine fumée âcre s'élevait dans l'air, avec une odeur d'ozone et de matière organique brûlée. « Qu'est-ce que c'est? De l'acide ?» demanda Liam d'une voix rauque en s'éloignant du poêle. « Je sais pas, » répondit Sam, « mais je pense pas qu'on doive attendre pour le savoir. » Ça n'allait pas enfoncer le toit. Ça avait trouvé un autre moyen de pénétrer dans notre refuge. Ça essayait de nous ronger ou de remplir la cabane de quelque chose de toxique. Notre défense passive avait échoué. Le temps d'attente était terminé. Du kérosène
dis-je en me souvenant du bidon rouillé que nous avions vu dans un coin. Le garde-chasse a laissé un bidon de kérosène pour la lampe. Des bouteilles, reprit Sam, qui avait compris mon idée. Il y avait des bouteilles de vide qui traînaient ici. Le plan est venu tout seul, par désespoir. C'était un plan horrible, suicidaire. On pouvait brûler cette cabane avec nous dedans. Mais rester assis à attendre que cette boue noire nous submerge était encore pire. Liam a apporté le bidon. Il était presque plein. Sam a trouvé 3 bouteilles hommes de vin vides. On a déchiré en lambeaux un vieux chiffon qui bouchait la fenêtre. On a travaillé en silence, rapidement, avec la coordination des condamnés. Nos mains tremblaient, mais elles faisaient leur boulot. On a rempli les bouteilles de kérosène et on a bouché les goulots avec des mèches de chiffon. 3 projectiles incendiaires, rudimentaires. Notre dernier mot dans cette lutte. J'ai regardé le poêle. La flaque noire au fond du foyer avait déjà atteint la taille d'une assiette et continuait de grossir lentement. Le gargouillement dans la cheminée est devenu plus fort, plus insistant. La créature à l'étage savait qu'on était encore là, et elle n'avait pas l'intention d'arrêter. Je pris une des bouteilles. Le verre était froid, et le liquide à l'intérieur semblait lourd et mortel. On se tenait au milieu de la pièce, serrant nos armes folles dans nos mains. On n'était plus des victimes attendant leur sort. On était devenu une menace, tout aussi dangereux pour nous-mêmes que la créature à l'extérieur. La seule question était de savoir qui frapperait le premier. Le plan était complètement dingue, né dans un moment de panique totale. L'air dans la cabane devenait lourd, et l'odeur âcre de la boue noire au fond du poêle nous piquait les yeux et nous faisait tousser. On savait qu'on avait quelques minutes avant de perdre connaissance. Pas le temps de discuter. Le plan que j'ai proposé a été accepté sans objection, dans un accord tacite de désespoir. 2 projectiles pour faire diversion, un pour la contre-attaque. Sam, le plus calme, a pris le rôle principal. Il devait attaquer le foyer. Liam et moi étions chargés du périmètre extérieur. Je me suis approché de la brèche dans le mur, Liam de la fenêtre. On tenait nos bombes improvisées d'une main ferme. Il n'y a qu'un seul briquet, a murmuré Sam en sortant un petit rectangle métallique de sa poche. Je vais allumer la mèche pour toi, Alex, puis pour toi, Liam. Quand la vôtre s'allume, j'allume la mienne. On aura 3 secondes, pas plus. On lance à 3. Visez le plus loin possible des murs, on a besoin de lumière, pas d'un incendie. Il actionna la molette. La petite flamme me sembla la plus brillante que j'avais jamais vue de ma vie. Il l'approcha de ma mèche. Le chiffon imbibé de kérosène s'enflamma instantanément, et un feu vorace se propagea vers la bouteille. Puis, il a allumé la mèche de Liam. Les 2 petites torches dans nos mains ont éclairé nos visages pâles et tendus. Sam a allumé sa mèche et s'est reculé vers le poêle. « 1 » a-t-il crié, la voix tendue à l'extrême. À ce moment-là, je ne voyais plus que mon objectif, la partie sombre du sol derrière la brèche. « 2 » J'ai pris mon élan, sentant le poids de la bouteille dans ma main. « 3 » Mes muscles ont réagi automatiquement. J'ai lancé la bouteille dans l'obscurité. Liam a fait la même chose en même temps que moi. On a entendu 2 bruits d'or sourds, de verre contre le sol, puis un « boum » assourdissant. 2 colonnes de flammes oranges jaillirent dans le ciel nocturne, illuminant la forêt autour de la cabane d'une lumière sinistre et dansante. Les ombres des arbres se déplaçaient comme si elles étaient, vivantes. Au moment où la lumière envahit tout, Sam, sans hésiter, plongea sa bouteille enflammée dans le foyer. Les conséquences dépassèrent toutes nos pires attentes. On s'était préparé à un incendie, mais pas à une explosion. Le liquide noir, en réagissant avec le kérosène enflammé, explosa. Ce ne fut pas un simple bruit sourd, mais un grondement assourdissant et viscéral qui nous boucha les oreilles. Ce n'est pas une flamme orange qui s'est échappée du poêle, mais un panache de flammes d'un blanc aveuglant
qui s'est élevé dans la cheminée avec le rugissement d'un moteur à réaction. Une onde de choc a secoué la cabane, arrachant les vieux journaux des murs et projetant de la poussière dans nos visages. On a été projetés au sol, et à travers le bourdonnement dans nos oreilles, on l'entendit, un cri strident et inhumain provenant du toit. Il n'avait rien d'animal ni d'humain. C'était le bruit du métal qui se déchire et de la chair qui se déchire, le bruit de l'agonie pure et concentrée. Il s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé. Il fut suivi d'un bruit sourd et humide, comme si quelque chose de lourd était tombé sur le sol du côté nord de la cabane. Puis le silence revint, seulement rompu par le crépitement des 2 feux que nous avions allumés à l'extérieur et par notre respiration haletante. La cabane s'est remplie d'une fumée âcre, ça sentait le kérosène brûlé, l'ozone et autre chose, une odeur douceâtre et nauséabonde de chair brûlée. Étrangère, on s'est lentement relevé, assommé et désorienté. On avait survécu. Le plan, aussi fou qu'il était, avait marché. Sam s'approcha le premier de la brèche dans le mur, jetant un coup d'œil prudent à l'extérieur. Liam et moi le suivîmes. L'herbe et les buissons en feu créaient une arène de lumière dans l'obscurité totale. Et au centre de cette arène, se tordant sur le sol, il était là. Maintenant, on le voyait en entier. C'était énorme, au moins 3 mètres de long, et désespérément, ridiculement maigre. Son corps était dépourvu de poils, sa peau pâle, presque luminescente dans le feu, tendait sur les os saillants et les ligaments qui bougeaient, sous elle, comme des serpents dans un sac. Il avait 2 paires de membres. Les arrières étaient puissantes, avec 2 articulations comme celles d'une sauterelle, clairement faites pour sauter. Les avants étaient lents, longues et fines, presque comme des bras, avec 3 doigts et des griffes noires. Une de ses mains était tordue de façon bizarre et noircie par des brûlures. Notre coup avait atteint sa cible. Sa tête était allongée et lisse, sans trace de nez, d'oreilles ou de cheveux. 2 grandes cavités sombres, en forme d'amande à la place des yeux, regardaient sans expression vers le ciel. La créature essayait de se lever. Elle s'appuyait sur son bras valide et ses pattes arrière. Ses mouvements étaient saccadés, pleins d'une force désespérée. Finalement, il y parvint. Il se redressa lentement et nous le vîmes en entier. Il était plus grand que n'importe quel humain. Il se tenait debout, vacillant légèrement. Son bras carbonisé pendait impuissant le long de son corps. Il tourna la tête dans notre direction. Même à 22 mètres de distance, on sentait le regard de ses yeux sombres. Il n'y avait ni douleur, ni peur. Seulement une haine froide, infinie et intelligente. Il émit un seul claquement sec et bref. Mais cette fois, le son était différent. Ce n'était pas un son d'écholocation. C'était un signal, point courte, clair, significatif, comme un ordre ou un message. Puis, avec une grâce impossible pour son énorme corps blessé, il se retourna et, d'un bond puissant, disparut dans la partie de la forêt que la lumière de nos feux n'atteignait pas. Il s'est simplement dissous dans l'obscurité. On était seuls, dans une cabane à moitié détruite et enfumée, au milieu du feu qu'on avait allumé. L'adrénaline retombait, laissant place à des tremblements et à la nausée. On avait gagné, mais on ne l'avait pas tué. On l'avait blessé et on lui avait montré de quoi on était capable. Ce n'était plus juste un combat entre 2 espèces, c'était devenu personnel. Il reviendra, murmura Liam en regardant l'obscurité qui engloutissait la créature. Je ne pense pas qu'il reviendra aujourd'hui, dit Sam. Sa voix était calme, mais je voyais ses mains trembler. Mais ça reviendra, et pas seul. Ces mots faisaient de référence aux notes du garde-chasse, à la possibilité qu'il y ait d'autres individus. Il se tut et désigna le sol éclairé par le kérosène qui finissait de brûler, l'endroit où la créature était tombée. Regardez, là, dans la boue, on voyait ces énormes empreintes à 3 doigts, et à côté, à moitié enfouies dans la terre détrempée,
gisait un objet. Il était tombé quand la créature s'était écrasée sur le toit. Ce n'était ni une pierre, ni un morceau de bois. L'objet était petit, de la taille d'un poing, et avait une forme nette et anormale. C'était un polyèdre composé de dizaines de petites faces lisses et noires. Il ne brillait pas à la lueur du feu. Au contraire, il semblait absorber la lumière, restant complètement mat, plus noir que l'obscurité elle-même. Je m'approchai lentement et, après avoir hésité, je le ramassai. Il était lourd pour sa taille et froid au toucher, malgré la proximité du feu. Les faces étaient parfaitement lisses, les angles acérés. C'était un artefact, un objet fabriqué. On s'est regardé. Jusqu'à ce moment-là, on avait combattu un monstre, une créature anormale, mais néanmoins biologique. Maintenant, j'avais dans les mains la preuve que nous avions affaire à quelque chose d'infiniment plus complexe, à une intelligence dotée de technologie. Le berger n'était pas un simple animal, c'était un soldat ou un scientifique. Et ce cristal noir était son outil, ou son arme, et nous venions de le voler. L'aube nous a surpris au milieu des ruines fumantes de notre bataille nocturne. Les 2 feux que nous avions allumés s'étaient éteints, laissant derrière eux des taches noires et hideuses sur le corps de la forêt. L'air était froid et pur si l'on ne tenait pas compte de l'odeur omniprésente de brûlé et d'ozone. On était là, épuisés, sales, serrant dans nos mains notre seule preuve et notre principal problème, un polyèdre noir et lisse. Il restait froid et inerte. On aurait dit que toute sa nature d'un autre monde ne se manifestait que par sa forme et sa capacité à absorber la lumière. On le tournait entre nos mains à tour de rôle. Il était parfait. Pas de couture, pas d'égratignure, pas le moindre défaut. Comme s'il n'avait pas été fabriqué. C'est ce qu'il avait toujours existé. « On doit partir », dit Sam d'une voix sourde et sans vie. « On rassemble tout et on s'en va. Tout de suite. » La décision était évidente. On rassembla le reste de nos affaires. Tout semblait étranger et dénué de sens. Les sacs de couchage, les gamelles, les cartes. Puis on emballait soigneusement le contenu de la boîte du garde-chasse. Les dossiers, l'effrayante peau scalpée et, enfin, l'artefact noir, qu'on enveloppa dans un morceau de tissu imprégné de goudron. La caisse était lourde, mais on n'allait pas la laisser là. C'était la seule chose qui pouvait confirmer notre histoire. Si on survivait, bien sûr, pour la raconter. Le chemin du retour fut un cauchemar. La forêt, qui 2 jours auparavant nous semblait majestueuse et paisible, était désormais une entité hostile et observatrice. Chaque craquement de branches nous faisait sursauter. Chaque souffle de vent dans les cimes des arbres résonnait comme un murmure. Mais le plus effrayant était le silence, l'absence totale de tout bruit de vie. Les oiseaux ne chanteront pas, les petits animaux ne bruisseront pas dans les feuilles. Toute la forêt était figée, comme si le cri de la créature blessée était un ordre pour tout l'écosystème. Ne bougez pas et observez. Maintenant, on voyait ce qu'on n'avait pas remarqué avant. Sur les troncs de certains arbres, il y avait des symboles bizarres, comme des dessins géométriques compliqués. L'écorce n'avait pas été enlevée avec un couteau, mais avec quelque chose qui laissait des bords lisses et fondus. On voyait des pierres découpées en 2 avec une précision anormale et parfaite. On ne marchait pas dans une forêt sauvage. On marchait dans un jardin, dans une ferme, dans un atelier, et chaque élément nous était étranger et hostile. Les notes du garde-chasse étaient vraies. Cet endroit était complètement contrôlé par le berger. Après plusieurs heures de marche ininterrompue, nous étions épuisés. Nos jambes bourdonnaient, l'adrénaline qui nous avait soutenus toute la nuit s'était dissipée, laissant place à une fatigue de plomb. On fit une pause dans une petite clairière. Pendant que Sam et Liam essayaient peu de manger leur ration de pain sec, je ne pouvais pas me calmer.
J'ouvris à nouveau la lourde boîte métallique. Je ne pouvais pas me sortir de la tête l'artefact. Si la créature avait utilisé des outils, il devait y avoir autre chose dans les rapports. J'ai commencé à fouiller méthodiquement la boîte. Et j'ai trouvé. Le fond était double. Sous une fine plaque métallique se cachait une petite niche. À l'intérieur, enveloppé dans du papier huilé, se trouvaient 2 objets. Un autre dossier fin et un appareil ressemblant à une vieille petite radio militaire. Un boîtier massif, une antenne courte, mais avec plusieurs boutons supplémentaires que je ne connaissais pas, et une échelle sur laquelle il n'y avait pas de chiffres, mais seulement des symboles bizarres. Le dossier contenait ce que le garde-chasse, je savais maintenant qu'il s'appelait Jacob, ne faisait pas figurer dans les rapports officiels. C'était son journal intime. L'écriture était plus vivante, pleine de doutes et de suppositions effrayantes. Et ce ne sont pas simplement des animaux, ce sont des ingénieurs. J'ai vu l'un d'eux utiliser le résonateur, c'est comme ça que je les appelle, pour souder un membre cassé. L'objet vibrait en émettant un faible bourdonnement et les tissus se régénéraient sous mes yeux. Une autre fois, j'ai vu l'un d'eux graver des symboles sur un rocher, en passant simplement le résonateur dessus. La pierre fondait comme de la cire. Ils sont activés par la pensée, ou quelque chose de similaire, une sorte de commande biométrique. Ils sont le prolongement de leur corps, de leur volonté. Mais tes doigts se sont refroidis. J'ai continué à lire. On m'a donné le suppresseur, un prototype. Le commandement ne sait pas exactement comment il fonctionne. En théorie, il est censé générer un champ de fréquences chaotique qui surcharge les résonateurs et, peut-être, les systèmes sensoriels des pastors. Mais c'est une arme de dernier recours. L'activer, c'est comme allumer un feu de signalisation au milieu d'un camp ennemi. Ce serait un acte de guerre. Ça attirerait tous les individus dans un rayon de 100 miles. J'hésite, pour l'instant, je hésite. Le suppresseur. J'ai regardé la radio qui était à côté de moi. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un moyen de communication, mais une arme. Une arme que Jacob n'avait pas osé utiliser. Et à ce moment précis, comme pour répondre à mes pensées, 2 choses se produisirent. Le polyèdre noir qui se trouvait dans le sac à dos de Sam, à quelques mètres de moi, se mit à vibrer. D'abord à peine perceptible, puis de plus en plus fort, émettant un grondement grave et croissant. Au même moment, un petit voyant rouge s'alluma et se mit à clignoter sur le boîtier du suppresseur à côté de moi. La radio s'était réveillée. Que se passe-t-il? Liam bondit sur ses pieds. Sam ouvrit rapidement son sac à dos. L'artefact noir à l'intérieur vibrait si fort qu'il était difficile de le tenir dans ses mains. Il commençait à chauffer. Il le cherche, compris-je, en regardant la lumière clignotante sur la radio. La créature essaie de l'activer. Et ce truc, il capte le signal. Le grondement provenant de l'artefact s'intensifia, se transformant en un sifflement strident et perçant. Les facettes de sa surface cessèrent d'être d'un noir mat. Elles se mirent à scintiller, à onduler, comme si une sorte d'énergie sombre et liquide tourbillonnait en dessous. « Jette-le !» cria Liam paniqué, en reculant d'un pas. « Jette-le, c'est tout. » Mais c'était trop tard. On le savait tous. Rendre l'artefact ne changeait plus rien. On nous avait repérés. Notre position exacte était connue. Le hurlement s'interrompit. La radio sur le sol émit un claquement sonore, et une voix retentit dans son haut-parleur. Une voix synthétisée, composée de centaines de ces claquements que nous avions entendus pendant la nuit. Elle était dépourvue d'intonation, totalement étrangère, mais elle dégageait une logique et une volonté indéniables. Elle prononça un seul mot, un mot qui n'existait dans aucune langue humaine, mais dont le sens était super clair. Retour. L'ordre était donné. Et on a compris que la chasse était finie. L'opération de récupération avait commencé.
et on était sa cible principale. Au même moment, le polyèdre noir dans les mains de Sam s'est mis à briller d'une lumière sombre et pulsante, et son bourdonnement s'est transformé en un sifflement insupportable. Sam a crié et a ouvert les doigts. L'artefact était brûlant. Il tomba sur le sol, mais continua de vibrer, brûlant la mousse et la terre sous lui. La panique de Liam, la peur de Sam et ma propre paralysie n'avaient plus aucune importance. Il n'y avait qu'une seule solution. Dans le journal de Jacob, il était écrit « Acte de déclaration de guerre ». Eh bien, ce n'est pas nous qui avons déclaré la guerre. On ne faisait que répondre. J'ai attrapé le suppresseur. Mes doigts ont trouvé un gros interrupteur rugueux sur le côté, protégé par un étrier métallique pour éviter qu'on appuie dessus par accident. J'ai plié l'étrier et, sans hésiter, j'ai appuyé dessus. Le monde a explosé dans un bruit sourd. Ce n'était pas un son comme on le connaît, c'était une vague de pression qui a frappé le corps, faisant vibrer chaque cellule. L'air autour de nous s'est mis à onduler comme une mirage au-dessus d'un asphalte brûlant. Un bruit blanc assourdissant a retenti dans nos oreilles. Le résonateur brûlant sur le sol s'est éteint instantanément. Le sifflement s'est arrêté. La vibration a cessé. Il redevint un simple morceau de pierre noire et inerte. Pendant un instant, le silence régna, seulement rompu par le bourdonnement du suppresseur dans mes mains. On avait coupé la connexion, on était libre. Puis la forêt répondit. De tous les côtés, des profondeurs du bois, retentit un chœur de cliquetis. Des dizaines, peut-être des centaines. Ils étaient vides partout, certains loin au nord, d'autres tout près, à l'est. C'était un appel. L'activation du suppresseur n'avait pas simplement coupé le signal vers un seul artefact. Elle avait allumé un phare. On avait éteint une bougie, mais allumé un feu visible à l'horizon. On n'était plus la cible d'un seul individu blessé. On était devenu le centre de l'attention de tous. « Courons !» cria Sam, le premier à reprendre ses esprits. Il ramassa le résonateur refroidi par terre, le jeta dans son sac à dos, et on se mit à courir, sans regarder où on allait, en cassant les buissons, en trébuchant sur les racines. On a couru vers le sud, choisissant instinctivement la direction opposée à celle où était partie la créature blessée. Les cliquetis nous suivaient, ils ne se rapprochaient pas de manière chaotique, ils se déplaçaient parallèlement à nous, à droite et à gauche, coordonnant leurs actions, resserrant leurs cercles. Ils ne nous poursuivaient pas. Ils nous gardaient. Ils nous poussaient dans la direction qu'ils voulaient. Le suppresseur que je tenais dans mes mains était à la fois notre malédiction et notre salut. Son chant sonore les empêchait clairement d'utiliser leur technologie, les empêchant de déterminer notre position exacte ou de nous attaquer à distance. Mais en même temps, c'était un phare qui leur indiquait sans erreur notre présence. On courait dans une petite bulle de silence, entouré d'un océan de chasseurs invisibles qui cliquetaient. Je ne sais pas combien de temps on a couru. 1 heure, 2 heures. Mes poumons brûlaient, mes jambes se dérobaient, sous moi. La forêt a commencé à s'éclaircir, et tout à coup, on s'est retrouvés dehors. Devant nous s'étendait une large route de gravier qui ne figurait sur aucune de nos cartes. Cette route signifiait la civilisation. Le salut. C'est à ce moment-là qu'on a entendu le bruit d'un moteur, un bruit lourd, grondant. Un énorme camion forestier est apparu au détour d'un virage, vide, sans grume. Il avançait lentement dans notre direction. On s'est précipité sur la route, en criant et en agitant les bras. Le camion a ralenti, puis s'est arrêté à quelques dizaines de mètres de nous. Je me suis retourné. À l'orée de la forêt, là où on venait de sortir en courant, se tenaient 2 silhouettes, grandes, pâles, immobiles, des bergers. Ils n'ont pas essayé de nous suivre, ils ne sont pas sortis de l'ombre des arbres. Ils restaient juste là, à regarder. Leur mission était accomplie.
Ils avaient livré le dorme-troupeau à destination. Le chauffeur était sorti de la cabine du camion. C'était un homme d'une 60aine d'années, au visage buriné et au regard parfaitement calme. Il n'avait pas l'air surpris de voir 3 personnes terrifiées sortir en courant de la forêt. Il nous a regardés, puis a regardé vers la lisière où se tenaient les créatures, puis nous a regardés à nouveau. Son regard ne trahissait ni compassion ni curiosité, seulement une connaissance fatiguée. « Asseyez-vous », a-t-il dit d'une voix calme et dénuée d'émotion. « On vous attend. » La question « Qui vous attend ?» resta sur mes lèvres. Elle n'avait aucun sens. Complètement épuisés, nous obéîmes. Liam et Sam montèrent Tess dans la cabine. Je les suivis. En fermant la lourde porte, je vis 2 silhouettes à l'orée de la forêt se retourner simultanément et disparaître sans un bruit dans les fourrés. Je me suis assis sur le siège passager. Le camion a démarré. J'ai regardé autour de moi, dans la cabine. Ellis était normale, ça sentait le diesel et les cigarettes de bon marché. Mais il y avait un truc bizarre. Sur le tableau de bord, là où on met normalement le GPS ou la radio, il y avait un truc spécial. Un support en plastique noir, un socle, avec une encoche qui reproduisait parfaitement les contours d'un artefact multifacette. À ce moment-là, ce support était vide. J'ai regardé le chauffeur. Il a croisé mon regard dans le rétroviseur. Son visage était impassible. Il regardait simplement. Et à ce moment-là, j'ai tout compris. Le ranger Jacob faisait partie d'une organisation secrète. Les bergers étaient des vases différents. Et ces 2 forces n'étaient pas simplement ennemies. Leur relation était bien plus complexe. Le chauffeur n'était pas un sauveur. Il était un maillon de la chaîne, un berger, tout comme ceux de la forêt, mais d'un autre genre. J'ai baissé les yeux vers nos sacs à dos, remplis de dossiers, de pots et du froid, résonateur. Nos preuves, toute la nuit, j'avais pensé que nous les emmenions dans notre monde pour les montrer, pour avertir, pour prouver. Maintenant, je comprenais que nous ne faisions que transporter une cargaison d'un niveau de la ferme à un autre.